Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la thématique de la surveillance et du renouvellement de la certification Calliope pour les organismes certifiés. Avant de démarrer, je vous présente les 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper son téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux pour ne pas être perturbé par les sonneries ou notifications. Le deuxième va de pair avec le troisième, qui consiste à l'utilisation de l'outil chat. Donc, ça correspond à un deuxième geste. Vous avez plusieurs fenêtres à votre disposition via l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour diffuser ce webinaire. Donc, la fenêtre chat vous permet d'interagir avec nous. Alors, je vois qu'il y a déjà 17 messages, 19 même, ça évolue, dans le chat. Donc, vous pouvez l'utiliser pour interagir avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à Caroline, Emmanuel, Didier, Issa. Merci d'être présents et présentes aujourd'hui pour cette nouvelle séance de webinaire. Je vous souhaite la bienvenue. Le troisième geste consiste à l'utilisation d'une autre fenêtre de l'outil de ce webinaire, qui consiste à l'utilisation de la fenêtre pour poser vos questions. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser à tout moment pour poser les questions qui vous semblent pertinentes sur votre démarche de certification, sur la thématique d'aujourd'hui, de la surveillance et du renouvellement pour la certification Calliope. Et enfin, le quatrième et dernier jet qui consiste à la concentration, donc autant sur le contenu visuel que audio pour vous assurer une meilleure compréhension et faciliter les interactions dans les différents canaux lorsqu'il y aura des questions, de sorte à s'assurer qu'on ne va pas répéter plusieurs fois la même chose. Alors, ceci étant fait, je vais passer à la présentation des intervenants. Alors, je vous informe que je suis avec Séverine qui a un problème de caméra. Donc, on n'a pas réussi à solutionner ce problème. En tout cas, elle est bien présente en audio. Donc, on va se limiter à ce moyen. Je te laisse te présenter, Séverine. Oui, merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant l'audit de surveillance et de renouvellement. Effectivement, navré de ne pas pouvoir mettre en route ma caméra. Je suis auditrice ICPF depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, avec à mon actif plus de 200 audits, effectivement aussi bien en initial, surveillance que renouvellement. Et comme vous avez pu le constater là sur la slide, je suis dans le domaine de la formation continue depuis plus de 20 ans, puisque ancienne professeure et formatrice et ainsi que directrice d'OF. Voilà, je serai avec vous tout au long de ce webinaire pour répondre à vos questions. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez ICPF depuis plus de 2-3 ans maintenant. Donc, ce qui m'a permis d'acquérir une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle. Alors, contrairement à Séverine, je ne faisais pas partie de ce secteur avant, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris avec ICPF et aussi en échangeant avec tous les clients qu'on peut avoir, les milliers de clients qu'on peut avoir, soit par téléphone ou alors dans le cadre d'autres événements, comme aujourd'hui avec des webinaires, ou encore plutôt en physique avec les networking qu'on organise. Alors pour avancer dans la présentation, je vais vous montrer comment va s'organiser la présentation de ce webinaire, donc en 5 parties. Une première partie sur la présentation de ICPF, qui sera notamment utile pour les personnes qui ne nous connaissent pas, puisqu'on a environ un quart aujourd'hui des inscrits qui ne sont pas chez ICPF. Donc euh, on a pour objectif de leur faire comprendre comment nous fonctionnons, comment on se différencie par rapport aux autres certificateurs. Le deuxième point sur l'après Calliope, que se passe-t-il une fois que l'organisme a obtenu la certification? Troisième point sur la surveillance et le renouvellement. Quatrième point sur les indicateurs audités et les évolutions, donc qui seront notamment présentés par Séverine avec son expertise d'auditrice pour vous montrer ce sur quoi vous allez être audité dans les prochaines étapes. Et enfin, cinquième et dernière partie, les questions-réponses qui serviront à traiter les questions qui auraient été posées dans la partie questions si on n'aura pas eu l'occasion de le faire tout au long de la présentation. Alors, ceci étant dit, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, on va repartir sur la présentation des 5 axes qui aujourd'hui nous différencient sur le marché de la certification qualité en formation professionnelle, puisque c'est un point essentiel qui correspond à la compétence technique. Aujourd'hui, ICPF certifie uniquement sur le domaine de la formation professionnelle, donc ce qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension et connaissance du métier de nos clients et de répondre davantage à leurs besoins. Donc on existe depuis 1995. On a commencé avec de la certification
qualité de personnes physiques, puis on s'est étendu progressivement sur d'autres référentiels, avec notamment Calliope aujourd'hui, où on a un ensemble de 5 800 organismes certifiés sur ce référentiel. L'autre point aussi, c'est la facilitation de votre démarche de certification avec la plateforme Noé, qui aujourd'hui englobe l'ensemble de votre parcours, de la demande de certification en passant par la surveillance et le renouvellement, qui intègre aussi des étapes de modification de certificat comme des modifications d'adresse ou ce genre de choses. Aujourd'hui, vous avez vraiment la capacité d'effectuer toutes les démarches depuis un seul outil pour simplifier cette gestion et vous faire gagner du temps. Le troisième point, c'est la proximité territoriale. Donc on a la particularité d'avoir des auditeurs, internes, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des certificateurs. Donc 43 salariés, 16 auditeurs internes et 90 sous-traitants qui nous permet d'intervenir dans toute la France. Alors je vois dans le chat qu'on a, des personnes d'un peu partout, Henri qui est plutôt dans l'est. J'ai aussi vu des messages de Martinique, de Réunion. Donc voilà, on a des clients qui sont situés un peu partout, grâce à ce réseau d'auditeurs internes et externes pour répondre à ces besoins et de proposer des dates d'audit les plus proches. Et Nathalie de Bordeaux que je viens de voir dans le chat. On a également ce service client accessible depuis la plateforme Noé et le site internet, qui, grâce à votre compte Noé, vous permet d'interagir avec nous et d'avoir un suivi de vos différents échanges avec l'ensemble du service du CPF, que ce soit l'auditeur, que ce soit le service communication pour des questions sur l'utilisation de la marque. Voilà, vraiment une traçabilité qui permet d'avoir les informations requises pour votre démarche de certification. Au-delà de ces axes de Bonjour. différenciation, tu souhaites ajouter quelque chose, Ah oui, non, Séverine? non, non, je voulais juste faire un petit coucou à la Guyane et à la Guadeloupe hein, quand même. Donc, OK. parce qu'effectivement, C'est vrai on qu'on a a des on a audités de l'ensemble partout. c'est ça exactement et de Dijon, voilà, Mm, on voit bien la représentation de mm, l'ensemble du territoire. tout à fait. Alors sur les offres de certification, je ne vais pas aborder l'ensemble des offres, pardon. Le but aujourd'hui d'orienter essentiellement sur la surveillance, le renouvellement et des offres qui pourraient vous simplifier le parcours. Donc sur l'avant-certification, on retrouve l'option élaboration qui vous offre un espace de sauvegarde, un espace documentaire pour assurer la préparation de l'audit dans l'ensemble de votre parcours. Donc c'est un espace qui vous permet de on va dire, fractionner vos sessions de travail et de l'utiliser lors de la présentation de l'audit. On a également de nouvelles offres, des passes urgence, week-end et report que je présenterai dans les slides suivantes pour bénéficier de dates d'audit particulières. La certification qualité, donc là aujourd'hui, on va être uniquement orienté sur Calliope. Et ensuite, après la certification, donc là, on va être orienté sur surveillance, renouvellement et d'autres passes aussi qu'on a ajouté récemment, un pass Serenity, un pass groupe qui vous offre un plus de confort sur la gestion de votre démarche. Alors, on fait maintenant la transition sur l'après Calliope, Séverine. Une Oui. fois que l'organisme est certifié, comment peut-il maintenir la certification avec les étapes suivantes? Oui, alors effectivement, après votre audit initial, hein, vous n'êtes pas sans savoir que le cycle de votre certification est de 3 ans. Donc la première étape qui suit l'audit initial, ça va être votre audit de surveillance. Donc l'audit de surveillance donc est à réaliser entre le 14e et le 22e mois. Donc à distance, si vous avez effectivement effectué votre audit initial en présentiel ou autrement sur site, bien évidemment. Donc là, on vous invite bien sûr à le prévoir et à le planifier hein, pour ne pas vous retrouver à la dernière minute au 22e mois, juste avant la suspension pour réaliser votre audit de surveillance. Donc voilà, entre le 14e et le 22e mois, mais encore une fois, vous savez que le cycle dure 3 ans, donc autant garder en tête peut-être 18 mois, on serait à 1 an et demi à chaque fois. Voilà, ça évite d'avoir effectivement des audits qui se suivent, puisque l'audit de surveillance, vous l'avez compris, si vous le faites au 22e mois, eh bien tout de suite derrière, la suite, c'est l'audit de renouvellement. Donc l'audit de renouvellement qui est à planifier, à réaliser entre le 25e et le 36e mois. Donc bon bah clairement l'idée c'est d'éviter de se retrouver chaque année à vous auditer. Donc voilà,
l'idée de garder en tête les 18 mois, c'est quand même assez, voilà, assez confortable et puis cohérent. Ça vous laisse le temps de mettre en pratique votre système qualité. Voilà, donc faites bien attention à ces dates, c'est très important. Pour maintenir votre certification, un audit de surveillance qui suit bien sûr avec l'audit de renouvellement qui suit effectivement l'audit de surveillance. Un petit point, mais qui n'est pas qui n'est pas si petit que ça, au contraire, très important, l'audit de renouvellement. euh, Attention, votre certificat a une date d'échéance, donc respectez bien une planification de votre audit de renouvellement au minima 3 mois avant la date d'échéance de votre certificat. Hein, on ne cesse de le répéter, mais du coup, voilà, je me permets de le répéter encore une fois aujourd'hui. C'est très important. Pourquoi? Parce que votre certificat, s'il se termine, admettons, c'était le cas d'ailleurs, j'étais en audit ce matin auprès d'un organisme où son certificat se termine le 25 octobre 2024. Donc très clairement, son audit de renouvellement pour être confortable et puis voilà, lui permettre de pouvoir avoir le temps de traiter notamment ses non-conformités majeures, elle aurait dû le planifier bien avant, donc non pas 15 jours avant la fin de son certificat, puisque très clairement, bah, ça lui laisse moins de 15 jours pour traiter d'éventuelles non-conformités. Donc voilà, pour éviter tout stress, pensez à planifier bien avant. Mmh. Merci pour ces rappels, Séverine, et on va voir, à quelle date on peut, commencer à planifier son audit, dans la slide suivante. Mais déjà un rappel sur, le financement de ces audits. Avec ICPF, ces audits sont financés par la redevance. Donc en tant que certifié ICPF, on a un premier paiement pour l'audit initial et ensuite la suite du parcours. La réalisation de la surveillance et du règlement est financée par une facture annuelle de redevance, qui est environ de 500 €. Ça dépend de ce que vous avez intégré votre périmètre de certification et permettre du coup réaliser ces audits. Alors on ne compte pas tout ce qui va être frais de déplacement, frais d'audit, donc qui va pouvoir changer en fonction de votre localisation et de celle de l'auditeur. Donc ça, ce sera à identifier lors de la demande de planification. Donc, ce rappel étant fait, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail dans, les dates de planification. Alors, mais d'abord, j'ai vu une question, que je souhaite te poser, Séverine, Oui. puisque tu es auditrice. On a une question, sur laquelle tu pourrais répondre, une question Mmh. posée par Anne Geneviève. Comment sélectionnez-vous vos sous-traitants? Avec entre parenthèses, je rappelle des chiffres, 16 internes et 90 externes. Ah, alors c'est une très bonne question. Donc moi effectivement je suis auditrice interne. Hein. Voilà, j'ai peut-être pas été très précise là-dessus. Donc je suis auditrice sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais que ça soit alors bien sûr en interne c'est une phase de recrutement classique puisque vous intégrez ICPF en tant que salarié. Concernant alors peut-être que la question effectivement plus par rapport aux sous-traitants, C'est eh ça. bien pareil, hein, c'est effectivement la direction technique qui va opérer un système de recrutement sur les régions qui nécessitent effectivement davantage de sous-traitants. Et alors, je ne vais pas rentrer là, puisque c'est pas l'objet du webinaire, dans le détail du recrutement, mais effectivement, sachez que les sous-traitants ont une formation déjà. Alors bien sûr, ils sont sélectionnés en fonction de leur profil, mais s'ils sont effectivement retenus, ils vont suivre une formation et donc par la suite, ils seront donc en observation sur des audits et également lorsqu'ils devront mettre en œuvre leur premier audit pour être qualifiés, ils seront observés dans leur pratique. Donc effectivement, chez CPF, voilà, il y a tout un protocole pour devenir auditeur sous-traitant. Et d'ailleurs, en interne, bien entendu, on a le même système d'évaluation et de qualification. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Mmh. Anne-Geneviève. Je pense que ça répond, en effet à la question. Alors pour poursuivre sur la présentation, alors c'est en lien avec la question de Christopher qui a été traitée à Mmh. l'écrit par Lucas. Donc Christopher souhaite savoir, quelle est la date de validation alors pardon, je reprends. Alors T+14 ou 22 mois de la date de validation du premier audit. Alors Oui, je si j'ai comprends que ça bien concerne compris. la surveillance, mais après la Oui, question précise, c'était sûrement en lien avec, ce que tu as pu dire il y a quelques minutes, Séverine, pour oui, compléter. oui, tout à fait, hein. Il me semble que c'est ça, hein, pour Christophe.
Christopher, pardonnez-moi. N'hésitez pas, hein, si on n'a pas répondu correctement à votre question, mais effectivement, suite à votre audit initial, eh bien, à partir de, effectivement, de la date de votre audit initial, vous comptez 14 ou maximum 22 mois, donc pour réaliser votre audit. Donc ici, effectivement, on présente bien sur la slide, hein, au niveau de la planification. Vous pouvez demander cette planification dès le 8e mois. Donc, vous vous rendez sur Noé et vous pouvez, dès le 8e mois, hein, donc faire, je dirais, nous solliciter et puis déjà faire votre choix en termes de date pour la planification de votre audit qui aura donc lieu entre le 14e et le 22e mois. Donc, vous voyez, vous avez le temps de prévoir bien à l'avance cet audit, hein. Donc, voilà, c'est important de le noter. Mmh. Et pour ce qui est du renouvellement, quelles sont les dates de planification? Donc pour le renouvellement, de la même façon, dès le 25e mois, vous allez pouvoir, planifier, votre audit, toujours de la même façon, hein. Vous passez par la plateforme Noé, vous précisez vos disponibilités. Alors ça, c'est vraiment, l'avantage chez ICPF, hein, c'est que, voilà, si vous préférez être audité un mercredi, bien voilà, si vous le faites bien en avance, logiquement, nos équipes à la planification devraient pouvoir vous trouver, voilà, un auditeur ou une auditrice disponible près de chez vous pour effectuer votre audit ce fameux mercredi. Par contre, si vous attendez la dernière minute pour effectuer votre renouvellement, votre planification, ben là, malheureusement, on ne pourra vous proposer que des dates, bien sûr, disponibles. Donc, le renouvellement, pareil, mettez-vous une alerte, hein, à l'issue de votre audit de surveillance. Mettez-vous tout de suite une alerte au niveau de votre agenda pour voilà, solliciter à travers Noé notre service planification et donc organiser déjà votre renouvellement. Mmh. Alors Et effectivement, j'en profite, hein, puisque dans la slide, est apparu les cadres orange ici. Très important pour l'audit de surveillance, hein, si vous ne réalisez pas votre audit de surveillance, donc dans les délais, hein, donc si vous attendiez éventuellement le 23e mois pour passer votre audit, votre certificat est suspendu. Et si vous oubliez, parce que, figurez-vous que ça peut arriver, si vous oubliez de planifier, eh bien, le 25e mois, donc 3 mois après la suspension, votre certificat, vous sera retiré. Donc, voilà, ce serait dommage, voilà, de perdre tout l'acquis, tous les acquis que vous auriez. Donc, pensez bien à planifier. Et au niveau du renouvellement, alors là, très clairement, il n'y a pas de période de suspension, hein. C'est que votre certificat a une durée, de validité de 36 mois. Donc, à date, dès le lendemain, si vous n'avez effectivement pas réalisé votre audit de renouvellement ou si vous n'avez pas eu le temps de traiter vos non-conformités parce que vous auriez planifié trop tardivement, eh bien, vous perdez effectivement votre certificat. Il vous sera retiré. voilà, mais en tout cas, pour résumer cette slide, le réflexe à avoir, c'est de, planifier l'audit le plus tôt possible, donc à partir du 8e mois pour la surveillance et à partir du 25e mois pour le renouvellement. Même si vous avez prévu de demander une date qui, et dans tous les cas sera à partir du 14e ou du 25e mois, faites-le le plus tôt possible puisque vous aurez, l'assurance d'avoir une date et du coup de préserver le certificat, heu, en suivant la réalisation de l'audit. Oui, exactement. D'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus d'organismes sont concernés par les planifications d'audit. On a eu une situation à fin 2021, où il y a eu, de par, le ministère du Travail, l'opportunité, de s'engager dans la démarche Qualiopi, sans être pour autant certifié et d'accéder toujours au financement. Et donc là, en fait, on arrive à une fin de cycle, on arrive à la fin de ce cycle des 3 ans, ce qui fait que, la vague qu'on a eue en 2021 où de nombreux organismes sont engagés dans la certification, on retrouve ces mêmes organismes 3 ans après et qui doivent donc renouveler leur certification. Et donc là, ce qui explique, cette tendance, que je te laisse décrire Séverine sur cet accroissement qu'on a sur, les audits de renouvellement notamment. Oui, alors, je ne pense que je vais pas en rajouter davantage. Le schéma, parle de lui-même. Ce graphique, est très parlant. Effectivement, là, on arrive, dans une sorte de goulot d'étranglement. Vous pensez bien que vous êtes très, très nombreux à devoir, renouveler votre certificat sur cette, fin d'année, en l'occurrence. Donc, voilà, faites bien le nécessaire pour, dater, tout de suite, parce que nous sommes le 10 octobre votre audit de renouvellement si ce n'est pas déjà fait.
Et pour répondre à différentes situations, on a mis en place, par rapport à à ce nombre d'audits à planifier, des nouvelles offres. On retrouve notamment donc en haut à gauche un pass week-end. Donc on a ouvert la disponibilité de dates sur les week-ends, le samedi et le dimanche pour les organismes qui le souhaitent, puisqu'on a des auditeurs internes qui sont, volontaires pour, se rendre disponibles sur ces dates-là et des auditeurs sous-traitants aussi pour la réalisation des audits. Un pass urgence lorsque vous arrivez en fin de validité de certification et que vous avez un besoin urgent de date, donc on a la possibilité de répondre à ces besoins-là. Un pass report si vous souhaitez, avoir une garantie supplémentaire sur le fait de pouvoir replanifier un audit sans frais. 2 passes, donc un pass groupe et un pass Serenity qui sont, réservés à des organismes, qui sont bien entendu certifiés et qui souhaitent gagner en confort sur la planification des audits avec notamment, donc ça c'est, 2 avantages que permettent ces passes. Ce sont des points, heu, avec des contacts privilégiés, notamment avec un chef auditeur, ICPF, un chargé de planning pour, avoir des contacts plus fluides sur le déroulement des audits, les dates auxquelles planifier, de sorte que ce soit eux qui vous contactent pour le faire, sans que vous ayez à vous en soucier. Et enfin, une dernière offre, un audit de réactivation, donc là, qui je l'espère ne va pas vous concerner puisque, c'est une offre qui est proposée dans le cas où vous auriez dépassé une date de réalisation d'audit, que vous êtes suspendu en cas de non-réalisation de surveillance ou de renouvellement. Donc c'est un audit, qui va vous être proposé avec un tarif avantageux pour le fait de réintégrer, le parcours de certification Qualiopi. On avance sur la présentation, donc troisième partie, sur la réalisation de l'audit de surveillance ou de renouvellement. Donc ça commence, comme vous l'aurez compris, par une demande, comme souvent avec la plateforme Noé. Si on veut effectuer une action, on commence par le demander. Sur la plateforme Noé, que vous soyez en surveillance ou en renouvellement, vous avez un parcours en 3 étapes, qui commence à partir du tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est, votre page d'accueil de Noé. Une fois que vous êtes connecté, c'est, la page principale, qui, lorsque vous êtes en étape de planification, en surveillance à partir du 8e mois et en renouvellement à partir du 25e, vous avez une notification qui est affichée en haut de l'écran pour vous proposer de planifier l'audit. Donc vous cliquez sur cet encart pour planifier l'audit, faire la demande. Vous avez un formulaire à compléter. Une fois la demande, finalisée, une proposition vous est envoyée par un chargé de planning, vous l'acceptez, avec votre date communiquée et vous passez l'audit pour a assurer le maintien ou le renouvellement du certificat. Autre type de parcours, si vous souhaitez devenir client ICPF, donc que vous êtes certifié auprès d'un confrère certificateur, vous avez la possibilité de nous rejoindre avec ce qu'on appelle un transfert de certification. Vous avez ici un parcours qui, est au même nombre d'étapes, mais, la première étape va changer puisqu'on va commencer par une demande de transfert de certification et une fois que le formulaire sera complété, ICP va pouvoir récupérer le certificat, l'intégrer dans Noé et vous proposer ensuite une date de surveillance ou de renouvellement si, vous en avez besoin pour assurer le maintien du certificat. Mais donc même principe, une demande, on reçoit le contrat, on le signe et ensuite on effectue la demande, pour rester certifié Qualiopi. Alors Thomas, du coup, je me permets de te couper parce Oui, qu'effectivement, ton explication vient certainement de répondre à la question de Caroline, qui effectivement nous explique qu'elle a passé son audit initial auprès d'un autre certificateur et elle se demandait si c'était possible pour elle de passer son audit de surveillance, éventuellement donc avec ICPF. Donc, oui, voilà, tu viens de répondre à sa question, hein, voilà. ça rentre dans le cadre d'un transfert et effectivement, c'est tout à fait envisageable de changer de certificateur en cours, voilà, de process qualité, donc, au niveau de l'audit de surveillance ou éventuellement au moment de votre audit de renouvellement également. Voilà, vous êtes, libre de choisir votre certificateur. Voilà, mais en tout cas pour ICPF, je vous invite à vous connecter sur notre plateforme Noé et une fois votre compte créé, vous aurez la possibilité de faire une demande de transfert, dans les demandes de proposition. Tout À la à suite de fait. ça d'ailleurs, un assistant à la certification reviendra vers vous avec une proposition pour vous la présenter. Mais pour rester sur le parcours de certification pour la réalisation, de la surveillance ou du renouvellement en tant que client ICPF. Donc une fois, qu'on a cliqué, sur la connexion à Noé, donc on arrive sur ce fameux tableau de bord.
C'est justement cet encart qui est mis en évidence, qui vous permet d'effectuer la demande de planification de surveillance ou de renouvellement en fonction de votre avancement dans le parcours et vous arrivez sur le formulaire de demande. Donc à partir de là, Séverine, quelles sont les informations à compléter pour effectuer sa demande? Oui, alors du coup, cette slide, il y a un point nommé également puisque c'est Isabelle qui nous demandait effectivement l'obligation. Est-ce que c'est une obligation de transmettre l'organigramme nominatif? Donc effectivement, là, au niveau de votre demande, il va falloir bien sûr nous préciser sur quelle catégorie d'action est-ce que vous souhaitez passer votre audit, puisque de la même manière, vous pouvez faire le choix d'une extension, hein. Donc ça, c'est tout à fait possible également. Ensuite, effectivement, vérifiez vos informations, hein, les informations liées à votre siège social, éventuellement les autres adresses, les autres lieux où vous dispensez des actions. Actions de formation, bilan de compétences, voilà, ou actions par apprentissage, bien entendu, ou VAE. Et donc, au niveau de cette demande-là, on va également vous demander de préciser les activités que vous menez, du type, effectivement, est-ce que vous proposez des formations en alternance? Est-ce que vous proposez, voilà, merci pour la slide. Donc, on va C'est vous juste moi demander ici. voilà, merci. On va vous demander effectivement de nous préciser ces informations-là. C'est obligatoire hein, depuis effectivement le dernier décret. On a besoin de savoir si vous réalisez des formations, donc si vous êtes vous-même sous-traitant d'autres organismes de formation. Et on verra, on a également une question très pertinente à ce sujet. Et on vous demandera également si vous avez des sous-traitants. Mais j'avoue que je suis peut-être allée un petit peu trop vite. Effectivement, sur la slide précédente, on va vous demander bien entendu votre dernier BPF, hein, votre dernier bilan pédagogique et financier. C'est obligatoire. Vous devez nous fournir ce document-là et donc ainsi que votre organigramme. Et effectivement, si vous travaillez seul, vous devez tout de même nous fournir un organigramme. Voilà. Et si bien sûr vous travaillez avec des partenaires externes, eh bien il faudra les afficher dans votre organigramme. J'insiste sur le fait que ces éléments-là sont effectivement obligatoires. Nous, en tant qu'auditeurs, d'ailleurs on vous le rappellera puisque au moment donc de la préparation de votre plan d'audit, nous allons vérifier toutes ces informations. Et si ces informations-là sont incomplètes ou manquantes, eh bien sachez que nous ne pourrons pas assurer l'audit hein, si nous n'avons pas toutes ces informations-là avant l'audit. Donc vraiment, j'insiste sur ce point-là. Bon, après, c'est qu'une formalité puisque j'imagine que vous avez tous votre BPF, un organigramme. Si vous n'en avez pas réalisé un, vous pouvez le faire pour votre demande. Et le descriptif de votre activité, vous avez vu, hein, il suffit de cocher oui, non. Donc, ça va vous prendre peut-être 2 minutes grand maximum. Oui et d'ailleurs, sur, l'organigramme, parce que j'ai déjà reçu plusieurs fois la question et j'étais notamment présent à un salon, à Toulouse la semaine dernière et on avait un client qui est venu nous voir. Il devait effectuer sa demande, de renouvellement, voilà, il pensait que l'organigramme devait être sous un format PowerPoint avec une photo Mmh. professionnelle, vraiment un Oui. encart bien précisé. Alors ça, c'est si vous voulez faire les choses, si vous êtes perfectionniste. En tant qu'indépendant, vous pouvez très bien le faire sur un document Word en mettant, voilà, que vous êtes Mmh. seul dans l'organisme, que vous êtes, le dirigeant, le gérant, en mettant votre nom, prénom et ça fait l'affaire. Exactement. À partir du moment où vous détaillez, vos fonctions, bien sûr, vous êtes, gérant, vous travaillez seul et accessoirement, vous êtes le responsable qualité puisque c'est effectivement vous que nous aurons, en face de nous, lors de l'audit. Voilà, pas besoin de nous faire un organigramme plus sophistiqué. Mmh. Et donc ensuite, on retrouve à la fin du formulaire, hein, évidemment, les choix des dates, donc sur Mmh. lesquelles vous avez à renseigner un créneau et un commentaire si vous avez peut-être, en sélectionnant un créneau large, une indisponibilité. Si vous sélectionnez une semaine complète, dire que vous n'êtes pas disponible peut-être le jeudi. Oui et là, excuse-moi Thomas, je me permets de prendre la parole. C'est vraiment très, très, très confortable chez ICPF. L'avantage, c'est qu'on couvre tout le territoire, donc on a des disponibilités qui sont, ouvertes, donc c'est voilà, si vous prévoyez, si vous planifiez en avance, hein, encore une fois, l'idée, c'est de bien planifier avant qu'il soit, trop tard. Vraiment, normalement, il y a pas de raison qu'on ne vous trouve pas effectivement, un auditeur ou une auditrice disponible, selon votre convenance. Donc, ça, c'est vraiment très confortable, hein. C'est pas nous qui choisissons
et qui datons pour vous, c'est bien vous qui pouvez voilà, faire votre choix de date pour votre audit. Donc voilà, prévoyez, planifiez en avance, comme ça nos équipes au niveau du planning pourront voilà, répondre favorablement à vos souhaits de date. Et sur l'étape suivante, vous retrouvez le cas de l'élaboration. Alors l'élaboration va être une option qui est valable sur un cycle de certification. Là, on la retrouve puisqu'on est sur une demande de renouvellement et puisqu'on intègre un nouveau cycle de certification pour les personnes qui souhaitent toujours en bénéficier. On vous demande si vous souhaitez en effet l'activer ou non pour le prochain audit. Et une fois que vous arrivez à cette étape-là, vous validez les 2 dernières cases pour signifier que vous nous autorisez à traiter ces informations. La demande est envoyée et ensuite un assistant, un chargé de planning pardon, suivra pour vous envoyer la proposition. En fonction des cas, vous pouvez avoir une proposition à 0 € s'il n'y a pas de frais de déplacement. Si vous êtes par exemple, un audit, en fonction des circonstances et que là, il n'y a pas besoin de déplacement, ce sera à 0 € et dans d'autres cas, vous aurez peut-être besoin de faire déplacer un auditeur chez vous. Vous aurez du coup un montant à régler pour, la réalisation de l'audit. Une fois l'audit planifié, que vous souhaitez démarrer son élaboration via l'option, vous retournez sur le tableau de bord et cliquez sur cet encart qui apparaît de nouveau pour accéder à l'option et commencer à compléter votre dossier. Donc, pour les personnes qui l'auraient déjà utilisé, le principe est le même. Vous avez les différents indicateurs et critères qui sont euh, euh, précisés dans l'option et vous avez la possibilité de pouvoir argumenter avec du texte sur des champs libres la préparation de l'indicateur et d'ajouter des éléments de preuve pour associer cette argumentation et les retrouver lors de l'audit. Alors Thomas, j'en profite par rapport à ce point-là. Alors je ne retrouve plus la question par rapport à ça, mais effectivement, quelqu'un nous a demandé au niveau des questions, dans la rubrique questions, s'il fallait mettre dans Noé, justement à ce niveau-là, l'ensemble des documents concernant l'ensemble des actions de formation. Donc là, en tant qu'auditrice, je vais répondre non. Hein, c'est-à-dire que cette option-là va vous permettre de préparer l'audit, mais bien évidemment, enfin, ce serait un travail colossal pour vous, puisque nous, on va effectuer un échantillonnage lors de ces audits, que ça soit en surveillance ou en renouvellement. Ce n'est pas vous qui nous présentez une action que vous auriez choisie, mais c'est bien nous, auditeurs, qui échantillonnons. Et effectivement, si vous avez eu une cinquantaine, une centaine d'actions de formation, ce serait trop chronophage pour vous de mettre tous les éléments pour toutes vos actions de formation dans Noé. Donc, utilisez effectivement cette option pour bien vous préparer, vous remettre dans le bain avec les différents critères et attendus des différents indicateurs, mais ne mettez pas tous vos éléments de preuve sur la plateforme. Voilà, hein, parce que ça m'est arrivé en audit, effectivement, d'avoir des audités qui avaient passé 3 nuits pour mettre l'ensemble de leurs documents sur la plateforme. Donc, quand vous avez un volume d'activité voilà, important, ce n'est pas utile. Par contre, voilà, si besoin, vous pourrez utiliser ce que vous avez déjà préparé voilà, en vous connectant à votre plateforme. Mais ne mettez pas toute votre activité sur l'outil. Voilà, je préfère bien préciser et du coup répondre à la question. Voilà. Oui, en tout cas, c'est pas une obligation de le faire sur Noé, mais après pour Oui. préciser, dans le cadre de l'audit, comme c'est l'auditeur qui échantillonne, ce n'est pas parce que vous avez intégré des documents dans Noé que ce seront forcément ceux-là qui vont être utilisés, Mm. puisqu'après, l'auditeur pourra voir d'autres actions. Donc après, il faut quand même, trouver le bon équilibre entre ces 2 points-là. Oui. Donc pour avancer sur, l'audit, comment se déroule un audit de surveillance ou de renouvellement, Séverine? Avec à partir des Alors, informations qu'on a sur cette slide. et donc, ça tombe bien parce qu'on a eu beaucoup de questions, voilà, pratico-pratiques sur comment est-ce que ça se déroule. Donc, alors là, je vois effectivement, on a noté sur la slide, vous démontrez la conformité de votre dispositif avec des preuves issues des actions mises en œuvre, échantillonnées. Effectivement, commençons par le commencement. En tant qu'auditeur, on va échantillonner des actions, en fonction effectivement de votre activité. Donc, si vous êtes en audit de surveillance, eh bien, la période
période, hein, sur laquelle nous sommes susceptibles d'effectuer notre échantillonnage, c'est, peut-être une période d'un an et demi, hein, c'est-à-dire, finalement, voyez votre enfin 1 an et demi, plus clairement, dès le lendemain de votre audit initial, hein, commence à courir effectivement voilà le timer, hein, jusqu'à la surveillance. Donc à partir de là, jusqu'au jour de l'audit de surveillance, on est susceptible d'échantillonner des actions. Alors je dis 1 an et demi parce que, en général, les audités effectivement, passent leur audit de surveillance plus ou moins à 18 mois. Donc ça, c'est très important, de le noter. Alors certains auditeurs vont échantillonner, des actions, plus anciennes, d'autres plus récentes. Ce qu'il faut également noter dans cet échantillonnage, suite effectivement à la réglementation, on va échantillonner uniquement des actions, menées et qui sont terminées, bien entendu. Voilà, ça c'est important puisque lorsqu'on déroule l'ensemble des critères et des indicateurs, il nous faut des éléments de preuve de mise en œuvre, hein. Donc, on ne peut pas auditer un process, hein, puisqu'on n'est plus en initial, on est bien en surveillance ou en renouvellement. Donc, bien entendu, on partira sur une action menée, terminée. Donc, ça, c'est important de le noter également. En numéro 2, donc après l'audit, vous disposez de délais de traitement pour les éventuelles non-conformités. Effectivement, durant, votre audit, vous pouvez, peut-être avoir des non-conformités dites majeures ou mineures, et éventuellement, une non-conformité au niveau de l'usage de la marque, hein, donc du logo Calliope. Donc là, comme il est affiché à l'écran, pour une non-conformité majeure, vous avez 3 mois pour, effectivement, lever cette non-conformité en nous apportant des éléments de preuve probants et en passant pour ça, c'est très simple, hein, vous passerez par, Noé, hein, et vous pourrez ajouter les éléments de preuve à votre rapport. Et puis pour une non-conformité mineure, là, on va vous demander effectivement, de nous transmettre pour traitement un plan d'action. Donc vous aurez 1 mois pour ça et donc respectez bien le timing, c'est très important. Et donc, à l'issue de l'envoi de ce plan d'action, votre auditeur ou auditrice validera ou non ce plan d'action suivant sa pertinence. Et bien entendu, à l'audit suivant, eh bien, cette non-conformité mineure, on va vérifier que vous avez bien mis en œuvre, bien sûr, ce que vous avez noté dans votre plan d'action. Et attention, si vous ne mettez pas en œuvre ce qui a été noté dans votre plan d'action, cette non-conformité mineure deviendra une non-conformité majeure. Donc, voilà, vous décidez de mettre en place une action, eh bien, il faudra bien nous apporter la preuve que cette action, aurait été mise, en œuvre. Alors, Alors pour le je déroulement, reviens peut-être sur, une oui? je reviens sur Mmh. une information que tu as donnée, Séverine, mais pour, Oui. indiquer que c'est en réponse à Thibaut et Élodie qui ont posé la Mmh. même question, il me semble, Mmh. sur, la plage de date de preuve auditée dans le cadre Oui, d'un audit de renouvellement. oui, Pour, le répéter, oui. pour l'audit de renouvellement, ce qui est observé, ce sont les actions qui ont été réalisées à partir de l'audit de surveillance. Donc Exactement. vous revenez à partir de l'audit de surveillance et vous prenez des actions qui ont eu lieu après cet audit, Oui. pour savoir ce qui va être observé, Mmh. lors de renouvellement. Oui, tout à fait. Oui, oui, très important de le préciser. Parfois, on nous demande, hein, si c'est sur toute la période, sur les 3 ans. Non, non, on ne réaudite pas, pardon, une période passée, hein. Donc ça, c'est effectivement, important de le noter. Alors, je crois qu'on avait un certain nombre de questions par rapport justement au déroulement des audits. Heu Ah oui, alors, la question effectivement de l'envoi du plan d'audit, hein, ça effectivement, de la même façon, hein, ça c'est le plan d'audit normalement est envoyé 15 jours avant, hein, avant votre audit, sauf si bien sûr vous avez planifié votre audit, à la voilà, à la dernière minute. Vous voyez, on est le 10 octobre, si vous planifiez pour la semaine prochaine, effectivement votre auditeur vous transmettra votre plan d'audit, dès qu'il en aura, bien sûr pris connaissance, le temps qu'ils prennent contact avec vous et donc peut-être que là, vous n'aurez votre plan d'audit que quelques jours avant. Mais en moyenne, c'est plutôt 15 jours avant. Donc voilà, si vous avez planifié en avance, il y a pas de difficulté. Mmh. Est-ce que tu avais terminé sur cette slide, Séverine, où je peux passer Alors à la suivante? oui, J'aimerais aborder il y une a un bon question nombre avant de de questions. passer. J'ai pas eu le temps de tout balayer, mais au pire, on répondra aux questions en OK. fin de présentation. Une dernière question qui est en lien avec, le contenu de cette slide, une question de Sarah. Lors d'un Mmh. audit de renouvellement, est-ce qu'une ou plusieurs, non-conformités majeures retirent immédiatement la certification?
Ah, alors, c'est une très bonne question. C'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très, explicite dans notre explication justement. Donc, lorsque vous passez votre audit de renouvellement, c'est comme pour l'audit de surveillance ou l'audit initial. Au-delà de 5 non-conformités majeures, vous avez un audit complémentaire. Donc c'est exactement la même règle du jeu. Donc c'est pas parce que vous avez 3 non-conformités majeures ou 5 ou 10 qu'on vous retire le certificat. La problématique, et là il faut bien que vous puissiez bien tous l'entendre, c'est que si vous avez planifié trop tardivement votre audit de renouvellement, donc c'est-à-dire ben, à moins de 3 mois de l'échéance de votre certificat, eh bien là vous risquez effectivement de perdre votre certificat à la moindre non-conformité, parce que si vous ne pouvez pas effectivement traiter cette non-conformité majeure, vous n'aurez pas 3 mois. Si votre certificat se termine là la semaine prochaine, le 15 octobre, eh bien, et vous venez de passer votre audit aujourd'hui et que vous avez un écart majeur, eh bien, si vous n'êtes pas en capacité de lever cet écart majeur de suite, effectivement, vous risquez, enfin, vous allez perdre votre certificat. D'où effectivement, comme Thomas l'expliquait, vous aurez donc la possibilité de repasser un audit initial. Et donc là, voilà, ICPF a mis en place des offres spécifiques, hein, pour vous permettre d'accéder à ce nouvel audit initial. Donc c'est pour ça, vous ne perdrez pas votre certification à l'issue de non-conformité, sauf si bien sûr vous ne les traitez pas, hein, et voilà, vous avez 3 mois, il faut respecter 3 mois, mais c'est surtout, il faut s'assurer que vous ayez bien daté votre audit de renouvellement à plus de 3 mois, parce qu'autrement, effectivement, ça vous réduit le temps, voilà, nécessaire pour lever les écarts majeurs. Ça peut être une vraie problématique, hein. Mm. Mmh. Mais en tout cas, pour simplifier la réponse, il y a que 2 cas qui pourraient vous amener à avoir un retrait de certification dans le cas de non-conformité. C'est soit, vous dépassez le délai de traitement, donc on a les délais de un mois, 3 mois, ou soit vous dépassez les délais de validité du certificat. Donc là, c'est le cas qu'a, présenté Séverine, dans le cas où vous planifiez un audit trop tardivement et que, même si vous êtes encore en délai de traitement de la non-conformité, comme vous avez dépassé le délai de la validité du certificat, le retrait est prononcé. Mais en tout Exactement. cas, voilà, si vous êtes en audit de renouvellement et que pendant l'audit, vous avez une non-conformité majeure, c'est pas ça qui va vous faire perdre le certificat. Il y aura un délai de traitement Oui. derrière. Alors, partie suivante, donc, pour rentrer davantage dans, le contenu de l'audit, en tout cas sur le contenu des critères et des indicateurs, de la certification. Quels sont les points particuliers audités lors de ces 2 audits, Séverine? Alors, en audit de surveillance, déjà, enfin, c'est important de le noter, si, vous étiez nouvel entrant à l'initial, votre audit de surveillance, sera sur une journée, hein, par rapport effectivement aux autres organismes de formation n'étant pas nouvel entrant à l'initial, la surveillance, s'effectue sur une demi-journée, et dans ce cas-là, on ne balaye pas tous les indicateurs. Par contre, si vous êtes sur une surveillance d'une journée minimum, hein, puisque voilà, après, effectivement, tout va dépendre de vos catégories et de votre volume de chiffre d'affaires, mais au minimum une journée en surveillance. Effectivement, on va donc balayer l'ensemble des indicateurs, hein, donc voilà, sauf ce cas particulier d'une demi-journée. Et bien entendu, on va vérifier les actions mises en œuvre, c'est-à-dire que justement, j'en parlais tout à l'heure, si vous aviez une non-conformité mineure à l'audit initial, vous avez certainement transmis un plan d'action. Et donc là, à l'audit de surveillance, comme à l'audit de renouvellement, hein, c'est le même schéma, on va vérifier la mise en œuvre de votre plan d'action. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'est peut-être le point qu'il faudrait retenir. Autrement, au niveau des indicateurs, effectivement, balayés, ça reste les mêmes, sauf cas particulier de l'audit de surveillance sur une demi-journée. Bien entendu, comme vous êtes en audit de surveillance, comme pour l'audit de renouvellement, nous allons vérifier le bon usage des marques. Donc, la marque Calliope, bien sûr, la marque ICPF Ecofrac, si vous les utilisez également. Donc, c'est très important. La marque Calliope, encore une fois, on vous renvoie à la charte, effectivement, d'utilisation, hein, la charte graphique de Calliope. Vous devez respecter
voilà, un format et ça effectivement on le vérifie, hein, au tout démarrage de l'audit, hein. On fait l'échantillonnage et avant même de rentrer dans le cœur du sujet, on va vérifier, l'utilisation de la marque Calliope. Et bien entendu, le dernier point est pareil, hein, qui n'est pas des moindres, c'est une obligation, depuis maintenant, 1 an, l'affichage obligatoire de votre certificat. Alors dans vos locaux, si vous avez des locaux, vous recevez effectivement vos bénéficiaires dans vos locaux. Et sur votre site internet, si vous avez un site internet, c'est une obligation, c'est pas une option. Si vous avez un site internet, qui concerne bien sûr, votre offre de formation, vous devez, faire apparaître votre certificat. Alors si vous n'avez pas de site internet, parce qu'encore une fois, il n'y a pas obligation d'avoir un site internet, hein, mais si vous n'avez pas de site internet, si vous ne recevez pas dans vos locaux, eh bien, vous êtes en capacité de fournir votre certificat à la demande. Voilà, donc là, c'est très clair, très simple. Je rajouterai juste une chose parce que je le vois, trop souvent en audit. Quand on parle de l'affichage du certificat Calliope, de votre certificat, on parle de l'affichage, entier du certificat et de manière lisible. Donc c'est pas un petit timbre-poste, dans le coin de votre site internet, par exemple, mais c'est bien le certificat, voilà, en format, lisible et entier, c'est-à-dire avec toutes les informations, voilà, le certificat tel que vous pouvez le récupérer sur la plateforme Noé. Voilà, je tiens à bien préciser, ce point-là. Oui, alors 2 questions, que j'aimerais traiter avant de passer à la suite. Une question Mmh. posée par Maryse: «Où trouver les logos actuels de Calliope? Car cela avait posé problème la dernière fois». Alors, vous avez, depuis, votre, espace Noé, un accès, direct aux éléments de communication de Calliope. Pour cela, donc, je vous invite à vous connecter à votre espace Noé, de cliquer sur l'onglet certification. Ensuite, sur la partie gauche, vous aurez un bouton certificat et là, vous retrouverez un document, un lien, pardon, qui s'appelle «Voir les documents de marque», qui est situé en bas de la page. Par rapport à ça, je vous informe aussi qu'on a apporté des modifications, en vous mettant à disposition des bannières, des bandeaux de communication avec, le logo Calliope, avec les différents périmètres de certification. Donc en fonction du nombre de catégories d'action, de votre périmètre et du ou des, catégories de ce périmètre-là, vous avez un logo à chaque fois, donc vous pouvez retrouver, télécharger et utiliser sur vos supports, votre site internet ou en signature de mail, par exemple. L'autre question, qui a été posée, il y a quelques minutes, alors attendez, je l'ai perdu de vue. Une question posée par Jérémy. Si je comprends bien, si je comprends bien, mon certificat, s'il se termine le 15 janvier, est-ce que le fait de passer l'audit en décembre est trop juste s'il y a des non-conformités? La Oui, réponse est oui. La réponse est oui, 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 oui. puisqu'en effet, on a vu qu'il y avait une Mmh, période, qui, était recommandée pour avoir le temps de traiter mmh, nos non-conformités et mmh, j'ajoute à cela aussi, que ce n'est pas parce qu'on passe l'audit, heu, le plus tard possible, qu'on va, réussir à rallonger la durée du certificat. Si vous mmh, passez un audit, de renouvellement, là je reprends le même cas d'un certificat qui se terminerait le 15 janvier. En réalisant un audit, de renouvellement, début novembre et bien dans tous les cas, votre certificat va se renouveler à partir du 16 janvier. Il n'y a pas de mmh, cas où, vous allez pouvoir bénéficier d'un temps supplémentaire ou inférieur. Nous, on se base mmh, sur les dates de validité du certificat et le renouvellement se prononce à partir du lendemain, mmh. du certificat précédent. Donc, c'est pour d'autant plus, intéressant pour vous, de faire cet audit le plus tôt possible. Exactement, comme ça, c'est confortable pour vous et vous n'êtes pas dans le stress. Vous voyez, vous pourriez même passer votre audit, vous auriez pu le passer au mois de juillet. Effectivement, votre certificat ne sera renouvelé que au mois de janvier. Donc, vous ne perdez pas, voilà, sur votre durée de certification, mais au contraire, vous gagnez, en tranquillité. Alors, je reviens juste, sur, le logo Calliope et le certificat, parce qu'on a quelques questions, comme Audrey qui nous dit: «Certificat, est-ce pareil que le logo Calliope?»
Non, justement. Vous voyez, c'est pour ça, là, au niveau de la slide, on a bien différencié. Dans un premier temps, on va vérifier effectivement l'utilisation du logo Calliope, vous savez, avec la petite phrase obligatoire, hein, comme quoi vous êtes certifié sur telle catégorie. Et ensuite, on va vérifier l'affichage du certificat. Non, c'est bien distinct, hein. C'est-à-dire que on parle d'un côté du logo Calliope, et je le rappelle, il n'y a pas d'obligation, puisque Florence nous demande est-ce que c'est obligatoire de communiquer avec le logo Calliope. Non, ce n'est pas obligatoire. Alors, c'est fortement recommandé parce que c'est quand même dommage d'être dans cette démarche-là et de ne pas valoriser votre démarche, mais il n'y a aucune obligation. Par contre, l'obligation, c'est le certificat Calliope, hein. Donc là, c'est obligatoire. Donc, j'espère, Audrey, avoir bien répondu à votre question, que c'est bien clair pour vous. On repasse maintenant sur le support de présentation. J'ai vu une question dans l'espace question par rapport à cela. Quelle est la différence entre un audit de surveillance d'un côté et un audit de renouvellement? Ah, très bien. Alors, donc là, c'est effectivement ce qu'on a essayé de vous faire comprendre sur les toutes premières slides. Vous avez en premier lieu votre audit initial. Et ensuite, vous allez passer donc entre le 14e et le 22e mois, donc un audit de surveillance, hein, pour bien sûr vérifier vos process qualité, hein, c'est évident. Et ensuite, la fin du cycle, c'est l'audit de renouvellement. Donc là, l'audit de renouvellement, on est sur la 3e année, hein, donc voilà, le Calliope, c'est 3 ans. Donc on a l'initial, la surveillance, le renouvellement, et après le cycle repart. On repart en surveillance et ensuite on repartira. Voilà, donc pour faire simple, tous les 1 an et demi, vous êtes audité. Voilà. J'espère que c'est clair comme C'est réponse. très clair. Mm. Sur le reste de la démarche, on a également des évolutions réglementaires. Bon, pour l'instant, on en est déjà ça fait plusieurs mois que ce référentiel est en place, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore pris connaissance de cette évolution de la réglementation. Que dit le référentiel aujourd'hui dans sa version 9 sur les cas de sous-traitance, Séverine? Alors, c'est un point extrêmement important parce que, encore une fois, hier, en audit, effectivement, on a eu, enfin, voilà, mon audité n'a pas bien compris, l'importance de cet encadre de cet encadré sous-traitance. Et là, en plus, je vois qu'on avait des questions sur ce sujet. Donc, très clairement, en tant qu'organisme de formation, vous travaillez donc avec un donneur d'ordre, donc vous êtes vous-même sous-traitant d'un autre organisme de formation. Eh bien, ces encadrés que vous retrouvez en bas de certains indicateurs dans le référentiel vous concernent. Et quand on a un encadré comme ça où c'est noté lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme donc intervient en sous-traitance, l'organisme certificateur tient compte des missions confiées pour l'appréciation de cet indicateur, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Alors déjà, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas audité, hein, parce que certains d'entre vous pensent que comme ils sont en sous-traitance d'un autre organisme, éventuellement un organisme certifié Calliope, eh bien, ils ne seront pas échantillonnés sur ces actions-là. C'est faux, hein. Vous pouvez parfaitement être audité sur des actions que vous menez vous-même en sous-traitance, et même si votre donneur d'ordre est certifié Calliope, j'insiste sur ça. Et lorsqu'on est sur des indicateurs avec cette mention, avec l'encadré sous-traitance, ça ne veut pas dire que l'indicateur n'est pas de facto non applicable. Ça veut dire que vous devez apporter des éléments de preuve pour justifier, par exemple ici, que vous n'avez que certaines missions qui vous sont confiées et donc de ce fait, vous n'êtes pas, enfin cet indicateur n'est pas applicable. Donc voilà, pour faire très simple, vous devez toujours apporter l'élément de preuve en fait, hein. Si vous n'avez pas de preuve, eh bien on est obligé de vous auditer, eh bien comme si vous n'étiez pas en sous-traitance, si vous n'avez pas la capacité de nous démontrer par des éléments de preuve probants que vous n'êtes pas concerné. Voilà. Alors d'autres précisions sur d'autres indicateurs. On sort maintenant du cadre de la sous-traitance, mais plutôt des Oui. actions de formation certifiantes sur des registres comme le RS et RNCP, et également sur la situation de handicap ou de formation à distance. Donc là, ce sont des informations qu'on vous demande Oui. dans le formulaire et qui sont du coup en lien avec l'audit. Mmh. Voilà les Mmh. raisons pour lesquelles ces informations sont demandées.
Oui, tout à fait, effectivement, avec cette version 9 et là, tout le monde est concerné, que vous soyez en surveillance ou en renouvellement. Voilà, si vous proposez des actions certifiantes ORS ou RNCP, hein, voilà, il y a effectivement, des nouveautés qui ont été, ajoutées à cette version 9 du référentiel, dans l'indicateur 1 notamment. Donc, là, je ne vais pas reprendre l'ensemble effectivement de ces mentions obligatoires, mais je vous invite à bien, consulter et lire votre référentiel, hein. Sur l'indicateur 1, on va avoir des informations complémentaires à ajouter au niveau de la diffusion de l'information. Bien entendu, sur l'indicateur 5, hein, il y a un impact direct puisqu'on va vérifier les objectifs fixés et bien entendu les objectifs du titre RNCP ou de la certification RS, hein. On va vérifier bien sûr la cohérence de tout ça. Indicateur 6, hein, il faudra bien démontrer que le contenu donc correspond bien à ce qui a été donc ce qui doit être mis en œuvre suite effectivement à cette obligation du titre RNCP et de la certification RS. Bon, pour l'indicateur 6, de toute façon, même lorsque vous n'êtes pas sur un titre RNCP ou une certification au répertoire spécifique, sachez que en tant qu'auditeur, on vérifie bien entendu que le contenu de la prestation est en cohérence avec les objectifs visés, hein. Donc ça, à la rigueur, il y a pas trop de nouveautés. Bien entendu, les prérequis, hein, les prérequis doivent être en cohérence avec le RNCP et le RS. Pour l'accueil des personnes en situation de handicap, alors là, on a noté l'indicateur 6, mais on va pouvoir le retrouver, ça fait partie des informations, enfin, l'handicap, hein, c'est quand même une notion transversale dans ce référentiel, donc on le retrouve dans différents indicateurs. Aussi bien le 6 pour la conception, la mise en œuvre, mais pour le coup, dans l'indicateur 10, si vous avez dû vous adapter en fonction de l'indicateur 4 de l'étude du besoin. Donc, vous voyez déjà rien que la question du handicap, on peut le retrouver à 3 indicateurs, sans compter bien sûr l'indicateur 26. Pour les formations à distance, alors ça, c'est vraiment ce qui vous pose problème en audit. Donc, c'est important de faire un focus. Effectivement, pour l'indicateur 19, pour une formation qui serait, enfin, une formation, des formations qui se déroulerait tout ou en partie en distanciel, c'est-à-dire que même sur une action de formation de 50 heures et vous ne faites que 20 minutes de visio, ça s'appelle une formation, effectivement qui pourrait se dérouler en partie en distanciel. Donc vous êtes concerné par l'indicateur 19 et dans ce cas-là, vous devez, bien faire la démonstration que vous avez un assistant, une assistante, technique et pédagogique, hein, voilà, mis à disposition, de vos bénéficiaires tout au long de leur parcours de formation. C'est très important, sans ça, effectivement, on aura un écart sur cet indicateur 19. Donc ça, c'est vraiment très important comme focus. Alors, puisqu'on est, toujours sur ça, une question qui vient d'être posée par Françoise. Pour la formation Mmh, à distance, vous indiquez assistance technique et pédagogique oui. pour le bénéficiaire. De quoi parlez-vous en termes de preuves? Ah, alors en termes de preuves, bon là je vous laisse, reprendre le référentiel puisqu'il donne quelques exemples de preuves. Voilà, en tant qu'auditrice, j'ai pas de conseils à vous donner, mais clairement, il faut apporter la preuve que vous mettez à disposition une assistance technique. Alors peut-être pour bien comprendre, assistance pédagogique, en tant que professionnel de la formation, je pense que là vous avez bien compris, assistance pédagogique, c'est peut-être le référent pédagogique, c'est peut-être le ou la formatrice, hein, c'est celui ou celle qui, au niveau pédagogie, formation, sera capable d'aider le bénéficiaire en difficulté. Donc là, il n'y a pas de souci. Je pense que la problématique pour vous, pour la démonstration, c'est l'assistance technique. Très clairement, aujourd'hui, on est en distanciel. Eh bien, il faut apporter la preuve que, si elle a un problème si votre bénéficiaire a un problème de connexion, un problème d'accès à distance, peut-être à vos documents, à votre visio ou à votre parcours en e-learning, eh bien, ce bénéficiaire-là peut faire appel à votre assistance technique. Voilà, je pense que j'ai été claire. Donc après la preuve, ben, c'est à vous de voir comment dans votre fonctionnement vous apportez cette assistance technique. Alors, une dernière slide sur, les indicateurs, de cette nouvelle version du Mmh mh. référentiel Calliope. Séverine, quelles sont les évolutions? Et je parle bien d'évolution puisqu'on a eu une question, tout à l'heure, donc je n'ai plus le prénom sous les yeux, mais une Oui, personne demandait s'il y avait des nouveaux indicateurs. Il n'y aura pas de nouveaux indicateurs, c'est pas prévu. En non, revanche, il peut y avoir des évolutions, voilà, des modifications dans le contenu de l'attendu, oui. voilà, peut-être des conditions qui vont s'ajouter, mais l'indicateur reste le même.
Oui, oui, tout à fait. Les indicateurs restent le même, mais effectivement, alors là, on est sur, au niveau de la slide, effectivement, sur les indicateurs 23, 24, 25. Donc, alors là, effectivement, on note déjà par rapport à l'absence d'exploitation de la veille, mais avant ça, sur l'indicateur 23, le changement, c'est également la communication de votre veille légale et réglementaire, hein. Voilà, on l'a pas noté ici sur la slide, mais c'est quand même important de le mettre en avant. Lorsque vous travaillez effectivement avec, vous avez des salariés, une équipe, eh bien, vous devez apporter effectivement la preuve que vous transmettez, vous communiquez effectivement sur votre veille légale et réglementaire. Et effectivement, indicateur 23, 24, 25, une absence d'exploitation de la veille entraîne une non-conformité mineure. Auparavant, il s'agissait d'une majeure, hein. Donc là, ça veut dire que vous mettez en place un plan d'action et ces actions seront vérifiées à l'audit suivant. Bien sûr, pour l'indicateur 12, celui-ci ne s'applique pas aux formations inférieures ou égales à 2 jours. Attention par rapport à ces 2 jours, si votre formation dure, euh, enfin, est échelonnée sur 2 jours, par exemple, vous avez une journée de formation aujourd'hui, le 10 octobre, et que la deuxième journée a lieu le 5 janvier, là, vous serez audité sur cet indicateur 12. Donc, la formation dure effectivement 2 jours, mais par contre, comme il y a un risque de rupture, hein, puisque c'est pas 2 jours consécutifs, vous serez audité sur cet indicateur 12. Donc, je tenais juste à le préciser. L'indicateur 12 étant l'engagement de vos bénéficiaires, hein. On veut s'assurer qu'effectivement, ils se représenteront bien à la deuxième journée, même si elle est 3 mois plus tard. La formulation des niveaux attendus évolue pour certains indicateurs, effectivement, pour faciliter la compréhension. Je rajouterai effectivement le dernier point, le glossaire. S'il vous plaît, allez jusqu'à la fin de votre guide de lecture. C'est très important puisqu'en fait, tous les termes qui sont en gras dans les différents indicateurs sont repris avec une définition précise dans le glossaire. Voilà. Et là, le référentiel a vraiment évolué puisqu'on retrouve voilà, un certain nombre de terminologies, de termes, de mots qui sont parfaitement définis. Donc, voilà, ça vous facilitera effectivement la compréhension du référentiel. Alors, une dernière slide sur les indicateurs. En tout cas, on n'aura pas de contenu additionnel à vous préciser sur des évolutions. On sait tout ce qu'il y a sur la V9. En revanche, on vous met à disposition du contenu pour vous faciliter la compréhension de ce que vous avez à préparer, avec notamment un article qui a été rédigé récemment par l'une de nos auditrices, en l'occurrence Gladys, qui est présente en région Île-de-France, que vous avez peut-être Mhm. rencontré dans votre parcours de certification. Donc on a intégré un tableau dans cet article-là qui est disponible depuis notre site internet. Lucas, je pense, pourra vous partager le lien dans le chat. Vous avez dans ce tableau-là l'identification des indicateurs à préparer en fonction de votre périmètre de certification et en fonction de si votre organisme effectue des actions de formation certifiantes, donc RS ou RNCP, et si vous avez des situations de sous-traitance. Pour vous simplifier encore plus, la vie au-delà de cet article, vous avez, les, modifications qui sont appliquées directement à votre espace Noé. Donc, depuis l'option élaboration, on avait une personne qui se demandait à quoi servait l'option élaboration, mais c'est l'un des avantages. Lorsque vous souscrivez à l'option élaboration, vous avez les indicateurs à préparer qui s'affichent automatiquement dans votre dossier. Donc, vous n'avez pas à effectuer ce travail à partir, du document que vous avez à gauche pour vous demander ce que vous devez faire. Noé le fait pour vous avec l'option élaboration pour savoir, les indicateurs à préparer. Au-delà de ça, l'option élaboration, c'est une option qui vous offre la possibilité de sauvegarder automatiquement vos documents, donc ce qui va limiter, les erreurs ou les documents qui ne seront pas téléchargés. La possibilité de partager avec d'autres membres de votre équipe l'accès, puisque lorsque vous gérez une certification sur Noé, vous pouvez inviter d'autres personnes sur votre compte, ce qui va leur demander eux-mêmes de créer un compte et là, vous pourrez, collaborer depuis, votre même, espace pour, travailler, sur un même dossier. Et après, ça, je l'avais déjà indiqué, mais c'est surtout un gain de temps lors de l'audit puisque, vous n'aurez pas à chercher, dans différents espaces vos documents pour les présenter à l'auditeur.
Pour conclure, donc on a terminé cette présentation. On va pouvoir avoir un temps sur les questions qui restent jusqu'à 15h30 maximum. Pour conclure donc en 3 points, pour vous, lorsque vous obtenez la certification Calliope, c'est le signe que vous rentrez déjà dans l'étape de surveillance et renouvellement qui sont rythmés par ces différents audits, qui permettent de maintenir la certification. Le deuxième point, c'est que lorsque vous êtes à cette étape du parcours, il y a donc une surveillance qui est effectuée et où il y a une attention particulière à avoir sur l'utilisation de la marque Calliope, de l'affichage du certificat et des éventuels changements de votre activité qui pourraient avoir un impact sur le prochain audit. Et enfin, le troisième point, c'est peut-être sur ce point qu'on a le plus insisté, mais c'est vraiment important pour vous de bien le comprendre et d'assurer l'action derrière. C'est que en tant que certificat LOPI, vous avez la planification des audits de surveillance et de renouvellement effectués le plus tôt possible. Donc, 14e mois enfin, à partir du 8e mois pour un audit de surveillance et à partir du 25e mois pour un audit de renouvellement. Donc, connectez-vous à votre espace Noé pour vérifier si vous êtes dans la période de planification. Si c'est bien le cas, vous avez un encart qui apparaît sur Noé pour le faire depuis le tableau de bord. Alors, ces informations étant données, on va pouvoir maintenant entrer dans la séance de questions-réponses. Donc, je vous remercie déjà d'être resté jusqu'ici. Vous êtes encore presque 170 personnes à être connectées encore. On va pouvoir aborder les questions qui restent. Donc avant cela, un rappel sur, ce qui va vous être mis à disposition après la présentation. Donc une fois qu'on aura mis un terme à la diffusion, vous allez recevoir un email automatique qui va vous renvoyer vers, une enquête de satisfaction. À la fin de cette enquête, vous retrouvez, plusieurs liens, notamment le replay de la présentation, donc en format haute définition pour retrouver tout le contenu. Donc il faudra patienter pour les personnes qui vont compléter directement quelques minutes pour que la vidéo se mette en ligne. Donc c'est quelque chose qui est assez rapide, mais ce ne sera pas non plus instantané. Je pense environ 2-3 minutes. L'autre lien, c'est un document PDF qui retranscrit l'ensemble de la présentation pour retrouver les différents liens, donc pour accéder à la plateforme Noé, votre tableau de bord, d'autres ressources qu'on a pu vous présenter, comme notamment l'article sur le tableau des indicateurs. Donc voilà pour les informations importantes et pour le reste de votre démarche, ça passe directement sur la plateforme Noé. Donc pour la planification d'une surveillance, d'un renouvellement, pour un engagement initial dans Calliope, une certification ISO ou Pro, ou encore nous rejoindre si vous êtes déjà certifié Calliope et que vous souhaitez passer à ICPF avec un transfert de certification. Alors, côté questions, Séverine, est-ce qu'il y a Alors, une question que tu souhaites aborder? oui. Voilà. Tout à fait. Et parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions autour du BPF lorsque nos audités vont faire leur demande de planification. Donc effectivement, si vous planifiez par exemple là l'année prochaine en février pour votre audit qui doit se dérouler en 2025, et effectivement comment dirais-je, une remarque pertinente, le BPF de l'année n'est pas encore disponible parce qu'effectivement les obligations, voilà, faut que le BPF est à compléter plutôt sur le mois d'avril, voire le mois de mai. Donc, effectivement, dans ce cas-là, vous nous fournissez le BPF N-1. Et nous avons une autre question tout à l'heure par rapport au BPF. Alors là, je pense comprendre qu'il s'agit d'un nouvel entrant donc pour un audit initial qui nous signale qu'effectivement, il n'a pas encore de BPF. Donc, dans ce cas-là, il faut fournir des preuves de votre chiffre d'affaires donc lié à la formation. Donc du coup, bah, effectivement, vous n'allez pas fournir votre BPF parce que vous ne l'avez pas encore déclaré et c'est tout à fait normal, mais il faudra nous fournir un élément de preuve quant à votre chiffre d'affaires généré. Et ça me permet de rebondir sur un point, voilà, sur lequel voilà, j'ai pas évoqué ça lors de cette présentation. C'est la nécessité pour un audit de renouvellement d'avoir bien sûr mis en œuvre au minimum une action terminée. Alors autant pour la surveillance, c'est pas une obligatoire, hein, parce qu'entre l'initiale et la surveillance, peut-être que pour différentes raisons, vous n'avez pas pu mener d'action de formation, c'est pas un problème puisqu'on peut effectuer l'audit. Par contre, en renouvellement, il faut bien avoir mis en œuvre une action de formation entre la surveillance et le renouvellement, et une action de formation, enfin une action en tout cas terminée, puisque bien sûr vous pouvez passer l'audit sur du bilan de compétences ou de la VAE. Hein, excusez-moi, j'ai fait un raccourci.
mais il faut bien avoir mené une action et qu'elle soit terminée. Donc, de facto, il y a forcément un chiffre d'affaires associé, hein, donc c'est pour ça que je pensais à ça, l'obligation également en audit initial d'avoir mené une première action de formation, pour une première action, pardonnez-moi, et de l'avoir terminée pour pouvoir assurer l'audit initial. Donc, voilà, je voulais préciser ce point. C'est noté. Alors pour, une question suivante, alors si tu en vois une avant moi, Ah, il y en a alors beaucoup, mais oui, je fais un tri il puisqu'il y y en a en a qu'on a beaucoup traité. et Ouais, je vous remercie vraiment pour votre implication dans ce webinaire. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions. ouais. Alors je vois une Alors j'en question ai vu une. de Christelle. Si à l'audit de surveillance, nous n'avons eu aucune non-conformité mineure et majeure, comment Mmh. l'auditeur va baser son plan d'audit sur l'ensemble des critères? Ah! Alors c'est important. Là, je note qu'effectivement, vous n'avez pas compris comment se déroulait un audit de alors c'est, un audit de surveillance, c'est ça? Sans aucune non-conformité? Oui, c'est ça, exactement. Oui, alors peu importe, hein, que ça soit d'ailleurs la surveillance, l'initiale, sachez qu'en fait l'audit se fait, toujours en fonction d'un échantillonnage des actions que vous avez menées, durant la période. Donc ça n'a aucun rapport avec, vos écarts mineurs ou majeurs. D'ailleurs, on espère qu'effectivement, vous allez vous présenter successivement aux différents audits sans aucun écart. L'auditeur va tout simplement balayer l'ensemble des indicateurs. Donc, et justement, l'auditeur va veiller à ce que vous avez, au respect en fait de votre processus qualité et certainement que vous n'aurez aucun écart également à l'audit, voilà, de renouvellement et aux audits suivants. Voilà, mais clairement, les audits ne sont pas basés sur des écarts éventuels de l'audit précédent, hein, mais ils sont basés sur le référentiel et l'ensemble des indicateurs concernés. J'ai également, vu une question concernant la sous-traitance. Donc certains professionnels, a priori, notaient que, en fait, n'étaient auditées que les actions de formation réalisées en sous-traitance par rapport au CPF. Donc ça, c'est pas ma réalité terrain. Donc à partir du moment où vous menez des actions en sous-traitance pour un autre organisme, nous, on ne va pas, voilà, demander comment est réglé votre donneur d'ordre, hein, s'il est payé par le CPF ou payé différemment. Peu importe, voilà, vous menez une action en sous-traitance, eh bien potentiellement, ces actions peuvent être échantillonnées et auditées. Voilà, peu importe si le donneur d'ordre est réglé par, une OPCO ou le CPF ou tout autre organisme. Alors, question suivante posée par Christopher. Dans le cas où nous dispensons les formations chez le client, sommes-nous obligés de mettre les sites de nos clients? La réponse Oui, c'est effectivement. enfin, Mmh. pardon, j'allais donner une Oh autre pardon. réponse, mais vas-y, je te laisse compléter. Non, non, excuse-moi Thomas, mais c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure la question de Christopher lorsque tu as fait la présentation par rapport à Noé. Non, hein, c'est bien sûr votre siège social à noter et les autres adresses, c'est si vous aviez éventuellement d'autres sites sur lesquels, voilà, des sites permanents sur lesquels vous interveniez dans le cadre de vos formations, mais voilà, avec des salariés ou autres, hein. Mais bien sûr, on vous demande pas sur Noé de noter toutes les adresses où vous seriez amené à vous présenter pour assurer vos formations. Donc là, ce qui compte, c'est uniquement votre adresse à vous, si bien sûr vous intervenez que au sein de vos clients entreprises. Alors, je vois une question de Lisa qui a été posée en plusieurs parties. Alors, je l'avais vu passer une première fois déjà. Il me semble que ça concerne l'accès à du CPF. Donc là, on sort un peu du cadre de la surveillance renouvellement, mais je vais tenter d'y répondre de manière synthétique. Alors, de ce que j'ai compris, vous souhaitez accéder au CPF avec la certification Qualiopi seule. Alors, ce financement est disponible dans certains cas, uniquement avec Qualiopi. Un premier cas, si votre certification Qualiopi va sur un périmètre de certification de VAE ou de bilan de compétences. Donc là, uniquement Qualiopi peut suffire. En revanche, si votre certification Qualiopi est uniquement sur de l'action de formation, il faudra faire des démarches complémentaires, donc soit en enregistrant vos formations vous-même auprès de France Compétences. Donc là, c'est une démarche que ICPF ne propose pas. Donc il faudra vous rapprocher d'un consultant ou d'un professionnel qui peut vous accompagner dans cette démarche-là. Ou alors, ce serait d'effectuer un partenariat avec un organisme certificateur qui a déjà
des actions de formation référencées sur l'un de ces 2 registres et donc là, nous non plus, on ne peut pas vous proposer d'accompagnement, mais on peut vous envoyer une liste de professionnels qui peuvent proposer cela. Mais voilà, en tout cas, pour faire simple, Calliope peut permettre l'accès au CPF, en fonction de votre périmètre de certification. Alors, question suivante, est-ce que tu en vois une, Séverine? Alors, hem, Alors alors j'en oui. avais oui, vas-y, je t'en prie. Non, 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 mais c'est toujours des questions par rapport à la sous-traitance, des questions du type, comme mon donneur d'ordre est certifié Qualiopi, du coup, de facto, moi, je respecte les processus qualité et donc je n'aurai pas de non-conformité. Ça fonctionne pas de cette manière-là, hein. Malheureusement, sur certains indicateurs, il vous faut quand même apporter des éléments de preuve. Par exemple, l'indicateur 4 sur l'étude du besoin, même si vous êtes en sous-traitance, eh bien, ici, même si c'est pas vous qui effectuez, par exemple, cette étude du besoin pour l'indicateur 4, vous devez être en mesure de récupérer les documents auprès de votre donneur d'ordre. C'est essentiel parce que sur cet indicateur 4, il n'y a pas de mention spécifique, donc ça veut dire que vous êtes audité, voilà, de la même façon que vous pourriez apporter les preuves pour vos formations en direct. Et nous avons Pauline également qui note, j'ai ajouté les sous-traitants avant l'audit de surveillance. Depuis, je n'ai pas fait appel à des sous-traitants. Donc là, très clairement, Pauline, en toute logique, cette information-là doit certainement se refléter dans votre BPF. C'est-à-dire que sur le dernier BPF, certainement que sur la ligne qui correspond aux heures que vous auriez données en sous-traitance ou auprès d'intervenants externes, là, si cette ligne est à zéro, bien nous, bien sûr, on va bien noter que vous ne travaillez pas avec des sous-traitants. Donc, dans ce cas-là, les indicateurs qui concernent la sous-traitance, et là, je pense notamment à l'indicateur 27 sur les fameux contrats hein, qui vous lient avec vos sous-traitants à vous, puisque là, dans ce cas-là, c'est vous qui êtes donneur d'ordre. Et effectivement, cet indicateur ne sera pas applicable puisque vous pourrez nous apporter la preuve que depuis l'audit de surveillance, vous n'avez pas mené d'action avec des sous-traitants. Donc, voilà. À partir du moment où vous avez les éléments de preuve, c'est très simple. Après, l'auditeur est là pour effectivement noter si c'est applicable ou non applicable. Alors, question de Milly, un freelance de marketing digital, par exemple, peut-il être considéré dans le cadre de la sous-traitance? Alors, la réponse est oui. Ce Et n'est pas oui. forcément le secteur ou le type de formation que vous allez dispenser qui va être considéré ou non comme de la sous-traitance. C'est tout simplement le fait qu'un donneur d'ordre fasse appel à vous pour une formation. Donc, dès lors que, il va faire appel à vous pour une formation, vous serez considéré comme sous-traitant, peu importe le contenu de la formation que vous allez, proposer. Et d'ailleurs, inversement, si vous, vous faites appel à un consultant extérieur pour assurer l'animation de la formation, ça s'appelle de la sous-traitance. Donc, au moment de l'audit, vous pourrez pas nous faire une démonstration en disant, bah tiens, c'est un tel consultant en marketing digital qui a animé la formation et nous dire après, effectivement, non, je n'ai pas de sous-traitance, puisque en fait, clairement, qu'il soit consultant, peu importe son statut, peu importe le type de contrat que vous avez avec lui, parce que ça aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui se disent en disant, mais si je fais un contrat de prestation, c'est pas un contrat de sous-traitance, donc du coup, je suis pas auditée ou en tout cas, c'est pas considéré comme de la sous-traitance. Non, ça fonctionne pas comme ça. Qui a assuré l'animation de la formation? Bon, si c'est vous, c'est vous en direct, très bien. Par contre, si c'est un autre individu, eh ben, c'est voilà, sauf si c'est un salarié, et dans ce cas-là, c'est un salarié. Mais s'il n'est pas salarié, c'est que forcément, c'est un intervenant externe. Donc, c'est que vous avez sous-traité peut-être une partie ou la totalité de votre action. Voilà, je tenais également à bien préciser cette notion de sous-traitance. Alors, question suivante, on est toujours sur le cas de la sous-traitance. On va repasser ensuite sur, Mmh. les questions qui concernent la surveillance ou le renouvellement. Une question posée par Grégory. Qu'entendez-vous par sous-traitance en cascade? Alors la sous-traitance en cascade, c'est, un modèle dans lequel il y aurait plusieurs niveaux de sous-traitance. Si je prends un exemple, il y a un donneur d'ordre A qui va avoir une mission à réaliser. Il va décider de faire appel à un sous-traitant B pour, faire cette sous-traitance et le sous-traitant B va faire appel lui-même à un sous-traitant C
pour qu'en fait la prestation soit faite, au début. Donc là, en fait, dans ce modèle-là, c'est quelque chose qui disparaît. Si on a déjà un premier niveau de sous-traitance, on ne peut pas aller plus loin. On peut pas Le sous-traitant qui va être, appelé ne pourra pas lui-même, sous-traiter l'action, qu'on lui a confiée. Mmh, très clair. Alors Ça représente bien la cascade. Mmh. oui. Alors, Anne-Geneviève nous demande comment se certifier Calliope lorsqu'on démarre son activité de formation. Donc ici, l'unique obligation pour donc réaliser votre audit initial, c'est d'avoir mené et terminé une action. Donc c'est très simple. Bon, ben, la certification Calliope est reliée à votre NDA, hein, votre numéro de déclaration d'activité. Donc déjà pour faire votre demande de numéro de déclaration d'activité à la DRET, il vous faut présenter une première convention de formation, voilà un certain nombre de documents. Donc voilà, servez-vous de cette première action que vous menez donc pour votre NDA comme action à présenter lors de votre passage en audit initial. Voilà, Mmh. c'est Et pour compléter d'ailleurs, puisqu'on peut avoir l'impression quand on débute la formation que c'est un peu, le chat qui se mord la queue, heu, on a en effet besoin d'une action réalisée pour obtenir Calliope, puisque, c'est ce que l'auditeur va regarder, mais, il n'est pas, obligé que cette action soit financée, puisqu'en effet, on a besoin de Calliope pour que ce soit financé. Donc, si on veut démarrer l'activité avec Calliope et qu'on n'en a pas encore faite, lors de la demande de NDA et même dans le cadre de l'audit, ça peut très bien être une formation qui aurait été réalisée dans un titre gracieux, par Mmh, exemple à un membre de votre entourage, de votre famille. Ce qu'il faut, c'est simplement dire que l'organisme a fait une prestation de formation et que l'auditeur peut se baser dessus pour, mmh, regarder si elle est bien conforme au référentiel Calliope. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'un premier client qui aura payé sa formation pour passer un audit Calliope. Il faut simplement qu'il y ait une formation et que l'auditeur ait de quoi regarder si elle est conforme à la réglementation. Mais en tout cas, une fois que vous avez passé ce cap, Calliope est aussi pour vous un cadre puisqu'on avait, à plusieurs années des organismes pour qui la formation était déjà un métier depuis, peut-être des dizaines d'années et aujourd'hui, on a des organismes qui se créent, qui en ont jamais fait et le fait de s'engager dans Calliope est déjà un cadre, une structure, qui peut les guider dans ce métier qui est nouveau pour eux. Alors, je regarde s'il reste des questions. On a déjà traité pas mal. oui. Hem Alors j'ai une question par rapport à Aurélie qui demande pour un audit d'extension CFA, si nous n'avons pas encore reçu le numéro UAI, donc pour l'établissement, sommes-nous en non-conformité? Alors absolument pas, hein. Clairement, en tant qu'auditeur, auditrice, nous on va évaluer les différents critères et indicateurs du référentiel Calliope et cette obligation d'obtention du UAI n'en fait pas partie. On va vérifier plein de choses, mais pas cet élément-là. Mais bien entendu, vous le comprenez bien, si vous êtes certifié sur cette nouvelle catégorie d'action et que malheureusement votre établissement n'obtient pas votre UAI, ben, voilà, vous risquez d'être bloqué. Mais en tout cas, nous, au niveau de l'audit, voilà, vous allez être concerné par les 32 indicateurs. Mais dans les 32, aucun ne mentionne que l'élément de preuve obligatoire, c'est ce fameux numéro 1. Donc, on vous rassure, Aurélie, c'est tout à fait possible d'entamer les démarches pour cette extension. Alors une question de Jérémy. Quels documents peuvent être demandés pour justifier lorsque l'on est sous-traitant pour un organisme de formation? Alors peut-être que tu auras davantage de précisions à donner, Oui. Séverine, mais je pense que la base, c'est le contrat de sous-traitance. Donc c'est, le contrat que vous avez signé, hein, qui a été envoyé par le donneur d'ordre, qui, stipule bien Mmh, la raison pour laquelle, il fait appel à vous et dans quel cadre. C'est dans ce document qu'on retrouve vraiment l'ensemble des critères de la mission et mmh. voilà, moi je pense que c'est le document le plus, représentatif de ce qui, vous lie avec, cet organisme de formation. Tout à fait. Alors, en tant qu'auditrice, je n'ai pas le droit de faire de conseils, ni de vous indiquer des éléments de preuve en particulier, mais il me semble que Thomas a vu, clair dans dans cette obligation. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on doit pouvoir identifier les missions qui vous sont confiées. Donc, nécessairement, où est-ce que cette information est notée? Bon,
général, ça fait partie des informations Après voilà, contractuelles donc le choix mmh, le ouais, le choix du support mmh, n'est pas clairement défini, il y a plusieurs tout types à fait, de sources à présenter. exactement. Hem, alors je vois aussi des questions qu'on aurait déjà traitées, donc je ne vais pas revenir dessus. Mmh. Oui, alors, j'ai par exemple, l'organisme Social Practice qui nous dit: «Faut-il justifier qu'on ne propose pas de formation certifiante?» Alors, elle a rajouté par rapport à la sous-traitance. Alors, sous-traitance ou pas sous-traitance, effectivement, il faut toujours apporter la preuve. Donc parfois, c'est une preuve par le contraire, hein, puisque voilà, si vous n'avez pas de formation certifiante, effectivement, il faudra nous apporter la preuve que vous n'avez pas d'action, qui mène à un RS ou un RNCP. Donc voilà, notamment pour l'indicateur 3, voilà, il ne sera pas applicable si vous apportez la preuve que, vous ne proposez pas d'action, conduisant à un titre RNCP. Donc la preuve encore une fois, hein, se démontre de diverses manières, hein. Ça peut être, par rapport à vos parcours de formation, votre site internet si vous communiquez avec celui-ci, peut-être au niveau de votre BPF si vous l'avez, complété, voilà correctement, on pourra avoir l'information. Donc mais effectivement, il faut toujours apporter la preuve, hein, de ce que vous avancez. Alors question de Sarah: «Dans mon entreprise, l'audit initial a eu lieu, les 30 et 31 mars 2022. Il y a eu un audit entre le 6 mars, il y a eu un audit le 6 mars 2024, en l'occurrence audit de surveillance, et le Mmh. renouvellement est envisagé en février 2025. Nous sommes sur Mmh. 12 mois entre chaque étape, est-ce possible?» Alors est-ce possible alors là, il faudrait que je prenne les Il faudra les dates un exactes. calendrier pour qu'elle Mais le oui, calculer. mais certainement que alors moi ça m'arrive là en ce moment, j'audite beaucoup en renouvellement effectivement des organismes que j'ai audités il y a tout juste un an, tout simplement parce que pour la surveillance, ils étaient en retard. Ils ont un peu attendu la dernière minute, hein, donc le 22e mois pour pouvoir, voilà, réaliser leur audit de surveillance. Du coup, bah, de facto, on se retrouve, 1 an après en audit de renouvellement. Donc c'est pour ça, je vous invite à planifier votre surveillance, vraiment, voilà, 14e, 18e mois, mais voilà, n'attendez pas le 22e mois parce qu'autrement, ben, on vous retrouve tout de suite en renouvellement. Alors, moi, ça me dérange pas, hein, mais du coup, vous vous retrouvez, vous, en audit chaque année. Donc, voilà. Mmh. Donc là, vous pouvez avoir, 12 mois ou moins entre, la surveillance et le Mm. renouvellement, mais vous ne pouvez pas avoir, moins de 12 mois entre l'audit initial et l'audit de surveillance, puisqu'il s'effectue à Oui, partir du 14e mois. oui. Alors pour un audit de surveillance, pouvons-nous présenter les mêmes documents que ceux examinés lors de l'audit initial? Alors, donc ça signifierait que pour l'audit de surveillance, cet organisme n'a mis en œuvre aucune action. Donc il présente un BPF à 0 et il a mis en œuvre aucune action. Alors effectivement, c'est très, très rare, mais ça arrive et en audit de surveillance, aujourd'hui, on a, tout à fait l'autorisation d'auditer, alors non pas forcément les mêmes documents, mais en tout cas d'auditer les processus, les procédures en place et se servir de l'action effectivement, peut-être s'il y en a eu qu'une seule. Après s'il y en a eu plusieurs, ben, on échantillonnera une autre action mise en œuvre, voilà, au moment de l'initiale. Mais c'est très rare, mais ça peut arriver. Mais bon, là, c'est pareil, il faut en apporter la preuve, hein, donc ça veut dire un BPF à 0, hein, aucune déclaration d'heures de formation et et voilà. Donc oui, ça peut arriver. Par contre, au renouvellement, hein, je le répète, hein, c'est pas envisageable, hein. Au renouvellement, il faut absolument avoir mis en œuvre et terminé une action. Autrement, on ne peut pas réaliser l'audit de renouvellement. Alors ça rejoint, je pense, la question qui avait été posée par Noémie tout à l'heure sur, la VAE, Mmh. qui demande: «Qu'en est-il de la VAE si nous n'avons pas, fait d'action entre l'initiale et la surveillance?» Oui.
Donc là, c'est pareil, effectivement, pour la VE. En plus, on est sur une action longue, hein, donc oui, c'est tout à fait possible. Il se peut même que pour l'audit de surveillance, vous ayez démarré une action donc en VAE et qu'elle ne se termine peut-être que dans 6 mois ou plus. Donc effectivement, là, on auditera suivant l'échantillonnage effectué à l'initiale et en fonction de l'action qui est démarrée sur la période. Oui. Alors Par une contre, au renouvellement, là, il faut avoir des actions mises en œuvre et terminées, bien entendu, hein, entre la surveillance et le renouvellement. Donc là, sur la période de temps, peut-être 1 an et demi entre les deux, il faut bien avoir mis en œuvre, par exemple, une VAE démarrée et terminée, hein. une dernière question avant de mettre un terme à la présentation, puisqu'il va être, Oui. dans quelques instants 15h30. Une question de Pauline: pour un audit de renouvellement sur les actions de formation, quelle est la taille de l'échantillon? Ah! Alors la taille de l'échantillon, ma foi que ça soit un renouvellement ou une surveillance, on a le même système, hein. C'est-à-dire qu'on va partir sur, par rapport à votre activité menée, hein, et donc déclarée au niveau du BPF par rapport à votre chiffre d'affaires et par rapport, aux actions, menées et terminées, sur la période et donc on va, échantillonner en fonction de la typologie aussi de vos actions. Donc est-ce que c'était des formations en présentiel, en distanciel? Bah, certainement que si vous faites les 2, bah, on va auditer du présentiel et du distanciel. Des formations que vous auriez menées en direct, alors oui, on va en prendre une et puis si vous êtes vous-même en sous-traitance d'un autre organisme de formation, eh bien, on va en prendre une, de cette typologie-là et si vous avez des actions que vous donnez en sous-traitance, eh bien, on va en prendre une également de cet acabit. Donc, en fait, dans l'échantillonnage, en général, on va prendre des actions qui correspondent à vos différents types et modalités hein, de mise en œuvre, suivant si c'est du présentiel, distanciel, si c'est en sous-traitance, enfin, avec un donneur d'ordre ou si vous-même vous êtes donneur d'ordre. Et au niveau effectivement des bénéficiaires échantillonnés, voilà, tout ça va dépendre de votre chiffre d'affaires et de ce que vous avez déclaré sur le BPF. Si vous recevez Enfin, si vous assurez des actions de formation auprès peut-être de 200 bénéficiaires sur l'année, effectivement, bah, on sera certainement amené à échantillonner au moins 20 bénéficiaires. Bon, après, si vous avez 3 actions de formation et avec 3 individus, bah voilà, bah, on prendra ces 3-là. Donc, voilà, c'est l'échantillonnage, c'est très aléatoire, mais sachez que quoi qu'il en soit, pour encore une fois une question de pertinence, on va certainement prendre dans l'échantillon différentes actions de formation qui correspondent effectivement au type de formation que vous menez que vous menez et que vous présentez à votre catalogue. Oui, et échantillon qui est bien aléatoire, pour répondre à la question qui va été posée Ah par oui, Florence. C'est le ça principe, dépend. hein, de l'échantillon, c'est vraiment, c'est au hasard. Mmh. Alors, c'est sur ces mots qu'on va terminer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin pour les personnes qui sont encore là. Donc merci, à toi Séverine pour, la présentation Merci. de ces différents éléments, bien clairs. Merci à Lucas qui a assuré la modération, sur les différents canaux de ce webinaire pour traiter le plus de questions possible et merci à vous, hein, d'être restés, je m'adresse aux participants, d'être restés jusqu'à la fin, pour l'ensemble de ces questions qui ont permis, je pense, d'augmenter la compréhension de chacun sur, cette partie du parcours et je vous dis à bientôt. Peut-être à l'occasion du prochain ICPF Networking, on organise le 12 novembre, l'occasion d'aborder le sujet, d'une potentielle évolution du référentiel Calliope. On entend parler de Calliope+, donc on a pris Mmh. l'initiative d'effectuer une enquête publique sur les attentes d'une potentielle évolution et on vous présentera les résultats à l'occasion de cet événement le 12 novembre à Paris. Merci à Je te vous. laisse ajouter, oui, quelques mots, Séverine, avant de Ah mettre oui. un terme à la présentation. Merci à vous et vraiment ravie de tout l'intérêt que vous portez effectivement au maintien de votre certification. Vous avez été vraiment très très nombreux et avec beaucoup de questions très pertinentes. Donc voilà, merci de votre intérêt et effectivement veillez à bien maintenir votre certification. À très bientôt. À bientôt, au revoir.